Tous. Bien, écoutez, j'ai encore le plaisir de vous accueillir aux Archives de Paris pour inaugurer un nouveau cycle de conférences que nous avons élaboré en partenariat avec le comité d'histoire de la ville de Paris, dont Marie Aigné, secrétaire générale, est présente et vous dira deux mots ensuite sur le contenu de ce cycle. Alors, je voulais vous dire un petit peu l'idée qui avait été à l'origine de ce projet. À Paris, on a une offre assez importante en conférences historiques et notamment le comité d'histoire de la ville est un des organismes qui organise très régulièrement ces conférences. Peut-être que parmi beaucoup d'entre vous assistent déjà aux conférences au Petit Palais. L'idée a été de dire, plutôt que de démultiplier des cycles dans différents endroits, autant faire les choses ensemble. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va démarrer un cycle de conférences, on en fera d'autres, toujours en lien avec le comité d'histoire. Ce qui évidemment n'empêche pas au comité d'histoire d'organiser de très nombreux autres cycles au Petit Palais. Ce cycle va durer d'aujourd'hui à la fin de l'année et dans quelques semaines, vous aurez la surprise du thème du nouveau cycle qui démarrera au début de l'année 2016. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Marie Aigné qui va vous présenter le cycle, son contenu, et qui va vous présenter les conférencières d'aujourd'hui. Merci à vous. Oui, bonjour. Donc, je suis la secrétaire générale du comité d'histoire. Je suis ravie qu'on puisse travailler donc, sur ce cycle avec les archives. Le thème du cycle coïncide, enfin, a été choisi pour coïncider avec une exposition que les archives vont accueillir dans le hall sur le retour au Lutetia des déportés, et donc l'idée a été d'élargir ce thème et donc de consacrer un cycle de conférences au lendemain de guerre à Paris, c'est-à-dire après la guerre en 1945. Que se passe-t-il à Paris? Non seulement donc en ce qui concerne le retour des déportés, mais aussi la reconstruction. Et finalement, ce lendemain de guerre, on voulait l'aborder à la fois du point de vue dans ses dimensions politiques, mais aussi dans ses dimensions familiales, intimes, etc. Donc aujourd'hui, nous commençons avec une conférence consacrée au logement à Paris en 1940-45. Donc vous aurez le programme bientôt complètement à disposition et vous pourrez trouver le programme en ligne et normalement aussi des enregistrements, éventuellement des conférences en ligne sur le site du comité d'histoire de la ville de Paris. Donc aujourd'hui, deux historiennes pour présenter cette première conférence que je suis ravie d'accueillir. Donc Isabelle Bacouche, qui en plus est membre du comité d'histoire, qui est directrice de recherche d'études à l'EHESS, dont la spécialité est l'histoire urbaine, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle des quartiers. Elle a notamment travaillé sur un îlot du Marais. Et Sarah Gansburger, qui a travaillé, donc qui est chargée de recherche au CNRS et qui a travaillé sur l'histoire de la Shoah et de la spoliation des biens juifs. Et donc elles ont toutes les deux croisé leurs compétences et mené une enquête commune qui croise donc les archives de l'aménagement et les archives de la persécution des Juifs pour finalement s'interroger sur ce que pouvait savoir l'administration parisienne et à la fois pour essayer de retracer des trajectoires individuelles donc des Juifs à Paris dans ces années. Je leur laisse immédiatement la parole et je les remercie encore de leur présence. Merci, bonjour à tous. C'est bien là, vous m'entendez bien ? Maintenant qu'aujourd'hui on va vous présenter un travail qui est déjà avancé mais qui est encore en cours. Donc n'hésitez pas sur vos remarques, suggestions. Donc c'est une enquête qui va durer un certain temps sur les transferts d'appartements à Paris pendant la guerre et sur leur restitution, qu'on mène principalement dans les fonds des archives de Paris, toutes les deux, et également actuellement avec Éric Le Bourris qui est dans la salle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la période de la guerre et l'immédiate après-guerre, puisque comme certains d'entre vous le savent sûrement, parmi les récits canoniques sur la libération de Paris et la fin de la guerre, dans les entretiens ou dans les récits d'histoire orale, on retrouve très régulièrement
l'image des familles juives qui, quand elles ont l'opportunité de retourner dans leur appartement, trouvent leur appartement complètement vide, dévasté, quand il est libre, et parfois, assez régulièrement, aussi occupé par des locataires légaux. Or, la plupart de ces récits et les quelques travaux qui existent sur la question ont longtemps mis en avant une occupation et une destruction, un pillage de l'appartement qui reposait sur le gré à gré, c'est-à-dire tel voisin, tel concierge, telle personne du voisinage qui s'accapare les biens et qui prend possession de l'appartement. Cet accaparement du gré à gré pouvait avoir lieu pour ce qui était des meubles, du contenu de l'appartement, ou pour la jouissance même de l'appartement. À la décharge de cette vision qui a longtemps été dominante, c'est vrai que la question de l'occupation des appartements, plutôt que de leur possession, a longtemps très peu intéressé la recherche, sur Paris d'ailleurs comme sur un grand nombre d'autres villes de France, contrairement à certains travaux qui existent sur des villes allemandes notamment. Et même la vague des recherches sur la spoliation et les restitutions qui a été permise par les travaux de la commission Matteoli sur la spoliation et l'arianisation, ont très peu mis l'accent sur la question de l'occupation et de la jouissance des appartements et ont beaucoup plus insisté sur la question de l'arianisation économique et sur la spoliation des œuvres d'art. Or, on peut considérer que cet accent mis sur les œuvres d'art d'un côté, sur les propriétés et non sur les locations, met l'accent sur une toute petite frange de la population juive parisienne, puisque les collectionneurs d'œuvres d'art ou les propriétaires de leurs logements et encore plus d'immeubles de rapport étaient largement minoritaires dans la population juive parisienne, qui, comme vous le savez sûrement, était majoritairement une population de conditions très modestes et largement d'origine étrangère. Et donc c'est finalement l'accentuation sur ces deux thèmes de la spoliation artistique et de l'arianisation économique, en quelque sorte, ne fait que reconduire un certain nombre de stéréotypes sur cette même population pendant la guerre. Donc l'idée, en décalant le regard et en s'intéressant aux appartements comme lieu de vie le plus ordinaire possible, était de redonner la parole et une place à cette frange de la population qui finalement disparaît complètement des études. Or, ça, c'est une question qui concerne la guerre proprement dit, mais qui concerne aussi l'après-guerre, puisque on vous a mis quelques comptes rendus de situations individuelles qui sont conservés dans le fonds de l'UJRE, le fonds David Diamant, au Musée de la Résistance nationale, à Champigny. La question de l'après-guerre, dans l'après-guerre, la question de la restitution de la jouissance de ces appartements a été une question centrale pour les Juifs qui sont revenus dans la capitale, soit de déportation, mais soit plus majoritairement de zones non occupées ou de lieux de cache qu'ils avaient pu trouver. Et finalement, la question du rapport avec la société environnante s'est beaucoup jouée à travers celle des appartements et a fait l'objet de nombreux conflits, y compris de procès. Donc là, on vous a mis quelques cas de... Moi, je vais passer. Pardon ? Je vais les passer. Là, on a, c'est des formulaires qu'on a trouvés donc, dans ce fonds David Diamant, où vous avez donc après-guerre, en haut le spolié et en bas le spoliateur, qui sont décrits par leur nom. On a la situation familiale. Ici, pour celui-ci, vous voyez, autorités qui l'ont mis dans l'appartement, organisme Bosch, rue Pernelle, ça évidemment on y reviendra. Et sur la plupart de ces formulaires, on constate qu'il y a la mention en bas non réintégrée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jugements et qu'à la date, en tout cas, où cette mention est portée, la famille juive n'a pas pu réintégrer son logement. Donc, et en fait, la question des appartements a créé une importante tension dans la ville de Paris et localement, des manifestations antisémites où des formes d'antisémitisme très virulents ont pu s'exprimer, des affrontements, y compris physiques, entre le nouvel occupant, l'ancien occupant et des groupes qui prenaient parti pour l'un ou l'autre, ont pu être constatés dans un certain nombre d'arrondissements. Donc ça, c'est un exemple de compte-rendu d'une telle altercation. Et si tu passes au tract suivant.
Et ça, c'est la retranscription d'un tract très virulent, comme vous pouvez le voir, qui a été distribué à l'occasion d'un conflit portant sur la jouissance d'un appartement. La question des appartements a d'ailleurs donné lieu à la requalification d'un certain nombre d'acteurs qui, pendant la guerre, étaient engagés dans l'arianisation des biens juifs. Par exemple, l'association des acquéreurs de biens juifs s'est transformée en fédération des locataires de bonne foi, puisque la question de l'arianisation ne faisait plus débat avec les ordonnances de la Libération. Récupérer son bien dont on était propriétaire pouvait prendre du temps, mais était en droit quasiment automatique et de droit. C'était beaucoup plus complexe d'un point de vue légal pour la question de l'occupation des appartements. Donc il était plus légitime, il était devenu illégitime de prendre la parole en tant qu'acquéreur de biens juifs, mais par contre en tant qu'occupant de bonne foi d'un appartement ayant été jadis occupé par un juif, donc on est bien d'accord qu'on ne parle pas de propriétaire, mais juste de locataire, ça pouvait s'exprimer plus librement dans la société de l'époque. Or, ce qu'on vous propose aujourd'hui de comprendre, c'est en quoi la virulence d'un tel tract, et bien entendu, certains des militants de ces groupes-là étaient des antisémites idéologiques et convaincus, mais ils fédéraient aussi un certain nombre de Parisiens qui ne partageaient pas forcément des points de vue idéologiques, mais qui se sentaient légitimes à exprimer un tel point de vue, parce que pendant toute la guerre, enfin, pendant la deuxième partie de l'occupation, ils ont été légitimés dans leur occupation des appartements par la préfecture de la Seine. Et c'est ce processus administratif, et pas du tout une occupation de gré à gré, spontanée ou sauvage, qui leur a permis d'occuper leur appartement, et qui, à la Libération, pouvait leur donner le sentiment de l'occuper tout à fait de bonne foi et légitimement. Donc c'est sur ce processus-là que l'on voudrait revenir, et à travers ça réfléchir aussi sur l'articulation entre la dimension économique et sociale et la dimension idéologique de la persécution et de l'occupation. Il y a eu beaucoup de travaux sur ces questions pour ce qui est de la société allemande, c'est-à-dire en quoi l'État nazi s'est développé et a pu perdurer aussi longtemps, aussi parce qu'il participait à une redistribution des richesses et du capital au sein de la société, de la façon la plus simple et la plus neutre possible. Et à travers cet exemple des logements, on voudrait montrer en quoi une telle problématique peut aussi s'appliquer au cas parisien. Donc on va procéder en deux parties. Une première qui va constituer en une présentation de la première étape, c'est-à-dire avant que les logements puissent être occupés par des nouveaux locataires, il faut qu'ils soient vidés. Et ensuite, une deuxième partie sur l'arrivée de ces nouveaux locataires dans l'appartement. Et comme vous le verrez, on va faire sans cesse des va-et-vient entre la période de la guerre proprement dite et celle de l'après-guerre. Juste ce dernier document, avant que tu commences sur les déménagements des immeubles. Voilà le type aussi de formulaire qui alimente notre travail, mais vous voyez que c'est quand même à chaque fois des cas individuels, donc il faut qu'on arrive à avoir une vue plus générale grâce à la multitude d'exemples. Mais par exemple, sur celui-ci, on voit que la personne qui a été réinstallée dans l'appartement est inspecteur de police du 18e arrondissement. On voit qu'il habitait dans la même maison, d'où le titre de la conférence, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas idée de la proportion des cas, mais il y a souvent quand même un voisinage et une information qui circule parce que ceux qui intègrent ces appartements ont une connaissance liée à la proximité. Et puis, vous voyez, une fois de plus, que la famille juive, en l'occurrence le brocanteur spolié, n'a pas été réintégré, en tout cas à la date de ce document. Dernière mention, vous voyez que c'est à Saint-Ouen, donc on travaille sur Paris, mais en fait on travaille à l'échelle de la préfecture de la Seine, c'est-à-dire toutes les communes qui sont autour de Paris. Donc, dans un premier temps, on va parler de la manière dont les appartements ont été vidés. Donc, comme certains d'entre vous le savent sûrement, le pillage des biens juifs n'a pas commencé à Paris par les appartements, mais il a commencé par le pillage des collections, des grands collectionneurs. Et ça, dès l'arrivée des Allemands dans la capitale à l'été 1940, avec la constitution de l'ERR à Paris, dirigée par Alfred Rosenberg, et la mobilisation déjà d'un grand nombre d'acteurs du marché économique de la ville, notamment tous les acteurs du milieu de l'art, des marchands aux collectionneurs, en passant par les maisons de vente, et qui constitue un vrai réseau socio-économique dans la capitale. Donc ce premier type de pillage des appartements a
à dessiner une cartographie très spécifique dans la ville. Il s'est concentré d'abord autour de l'avenue d'Iéna, avec l'installation du siège de l'ERR au 54 avenue d'Iéna, et ensuite dans le périmètre du musée du Louvre, avec l'occupation, comme c'est assez connu, de certaines salles du musée du Louvre, ce qu'on appelle le séquestre du Louvre. Donc pour vous donner une idée de ce qui s'y passait, je pourrais revenir sur les photos si vous voulez dans la discussion, mais là je les utilise juste comme illustration pour accompagner mon propos. Là, vous êtes dans le séquestre du musée du Louvre. Donc, c'est des salles des antiquités orientales, pour ceux qui vont au Louvre de temps en temps, par lesquelles on accède dans le pavillon Sully, l'aile des antiquités orientales. Et là, vous voyez, à titre d'exemple, un inventaire qui est en train d'être travaillé par du personnel allemand dans le séquestre du Louvre. Et la caisse R852... Bon, c'est facile, j'ai pris un exemple assez facile. C'est la collection Rothschild, numéro 852, pour vous donner une idée, qui est en train de quitter le séquestre pour être acheminée en Allemagne. Puisque la plupart le pillage des collections juives alimentait d'une part le marché de l'art parisien et européen, et de l'autre la construction de grandes collections d'art, on pourra y revenir, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, en Allemagne. Voilà, donc ça, c'est une autre image, toujours de la cour Carrée. C'est le même jour, puisque cette caisse, qui est une autre caisse d'une collection peut-être moins connue du grand public, et la collection Kramer, caisse numéro 24, quitte aussi le séquestre du Louvre. Et donc, vous voyez qu'elle rentre dans un camion d'une maison de déménagement assez connue. Puisque c'est le deuxième type d'acteur de ce premier type de pillage, c'est important de saisir l'importance de cet acteur, puisqu'il va être fortement mobilisé dans le pillage des appartements dits que j'appellerais ordinaires pour aller vite, c'est-à-dire de la masse de la population juive parisienne, et qui sont les déménageurs. Donc, comme vous le savez peut-être, le régime de Vichy revient à une logique corporatiste de la société, donc il organise en syndicats et en chambres syndicales la plupart des professions. Donc en mai 1941 est créé un comité d'organisation des entreprises de déménagement et de garde-meubles. Et c'est sur ce comité que le service allemand, qui s'occupe d'abord de l'ERR, donc qui s'occupe du pillage artistique, va s'appuyer pour réaliser son travail. Donc là, vous voyez un exemple, on va en voir plus tard, d'une maison de déménagement mobilisée. Oui, l'ERR, c'est un service qui a été créé sous la direction d'Alfred Rosenberg à Paris pour procéder systématiquement au pillage des œuvres d'art possédées par des juifs. Et sa mission, c'était de constituer des collections personnelles pour les dignitaires nazis, dont le premier, le plus important, est Göring. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être vu des films de vulgarisation de type, je ne sais pas, Monuments Men. Ou... Bon, c'est expliqué dedans, même si ce n'est pas très précis d'un point de vue historique, mais ça donne une idée. Et également de constituer une grande collection pour le musée que Hitler voulait constituer en Allemagne sur l'histoire de l'art digne de l'intérêt nazi, c'est-à-dire hormis tout l'art dégénéré qui sera remis sur le marché de l'art. Et finalement, les dernières recherches montrent que ça a été très peu brûlé par rapport à ce qu'on croyait, et que la plupart ont servi à alimenter et financer, souvent clandestinement, les Allemands en poste à Paris. Vas-y, voilà. Donc ça, c'est un dernier exemple pour vous montrer la mobilisation des acteurs des déménageurs. Là, c'est toujours le même jour. Donc, si vous regardez bien ici, là, si tu reviens à la diapo d'avant. Voilà, vous voyez, là, cette petite charrette avec Bailly, la caisse Cra, et maintenant on retourne après. Bon, voilà, dans la série, on comprend que c'est... Donc là, on est au site des magasins Entrepôts Généraux à Aubervilliers. Et les camions font la queue pour charger les trains à destination de l'Allemagne. Et puis en cherchant dans les registres, on comprend qu'on est fin mars 1943. Que donc il y a toutes ces collections qui sont envoyées en Allemagne. Donc ça, c'est la première étape, ce qui concerne le traitement des appartements à Paris. Mais c'est à partir de... Donc elle commence en 1940, mais c'est à partir de 1942 que va s'ouvrir le grand chantier du logement parisien, avec... l'organisation simultanée d'abord de la solution finale, puisque jusque fin 1941, début 1942,
il y a plusieurs scénarios de disparition de la population juive d'Europe qui sont envisagés. Et à partir de fin 1941, l'extermination systématique sur le territoire européen est décidée. Par exemple, à la différence de politiques d'immigration massive qui avaient été envisagées dans certains territoires jusque-là. Cette décision d'extermination systématique laisse entrevoir une possibilité de pillage et de rapine à une échelle jusqu'ici inconnue. Et c'est cette possibilité-là qui va conduire Alfred Rosenberg, qui jusqu'ici dirigeait le RR, à concevoir un autre type d'organisation administrative qui va s'appeler la Dienststelle Westen, c'est-à-dire le service Ouest, qui va être mis en place à Paris pour cette fois-ci non plus s'intéresser aux grandes collections artistiques, mais piller systématiquement tous les appartements vides de leurs occupants, puisqu'ils ont été soit déportés, soit mis en fuite par la persécution systématique. Donc, deux dates intéressantes. Le 27 mars 1942, le premier convoi de déportés juifs de France quitte le territoire. Et le 27-5 mars, soit 2 jours avant, la Dienststelle Westen est créée à Paris. Donc, on voit bien l'articulation entre extermination physique et pillage économique. Bon, là aussi, je pourrais donner des détails sur la mise en place dans la discussion. Donc, c'est un pillage systématique des appartements qui va être organisé, puisque on sait qu'un minimum de 38 000 appartements ont été vidés pour le département de la Seine seulement. Ce qui donne une idée de la masse des appartements qui pourront ensuite être remis sur le marché de l'immobilier, comme va vous le présenter Isabelle. Donc, si tu veux avancer. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc ce piège des appartements, je vais y revenir, va utiliser un certain nombre de lieux dans Paris, parce que vous imaginez, même si c'est des petits appartements avec des choses de peu de valeur, 38 000, ça fait une certaine masse. Hein. Donc là, vous voyez le conditionnement des caisses prêtes. Donc ça fait écho aux caisses d'œuvres d'art que vous venez de voir, mais là, c'est pas du tout des œuvres d'art. Ici, vous voyez, donc ça, c'est des piles thématiques qui sont dans les sous-sols du Palais de Tokyo. Des piles thématiques. Toutes les caisses ne concernent que les ustensiles de cuisine. Toutes ces piles-là. Et là, on n'arrive pas à les lire, mais il y a un autre thème de caisse, un autre thème de caisse, etc., de manière infinie. Puisqu'on va voir le travail dans les appartements. L'objectif, c'est de vider ces appartements, de les trier, de les conditionner, pour qu'ensuite les biens soient distribués aux populations civiles en Allemagne, et notamment les populations civiles allemandes aryennes qui vont occuper les nouveaux territoires conquis à l'Est. C'est une forme de kit d'aménagement, entre guillemets, hein, pour parler assez vite, mais ça donne une idée. Notamment, là, par exemple, ces ustensiles de cuisine, c'est la base nécessaire pour l'aménagement. Si tu veux avancer. Donc, dans le sous-sol du Palais de Tokyo, comme la question revient souvent, je ne vais pas m'y attarder, mais on pourra y revenir, étaient aussi stockés les pianos pris dans les appartements. Donc là, vous voyez, c'est la rue de la Manutention, l'entrée sur le côté du Palais de Tokyo, où aujourd'hui, ça nous ramène à l'après-guerre et à la restitution, est installée la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, ironie de l'histoire, juste en face de l'entrée des pianos dans les sous-sols. Tu peux avancer. Voilà. Donc, les appartements sont vidés, mais le service... Bon, comme vous le savez, le front de l'Est occupe beaucoup de soldats allemands, et le service de la Dienststelle Westen a besoin de personnel pour travailler. Puisque on vide un appartement en vrac, après on doit le mettre en caisse thématique, vous imaginez bien que ça demande du personnel. Donc, l'idée qui va être... l'idée que va avoir les dirigeants de la Dienststelle Westen, c'est d'utiliser des juifs de Drancy pour faire ce travail. Donc, ils vont installer des camps de travail dans Paris pour procéder à cette activité de tri et de nettoiement du butin pris dans les appartements. À partir de juillet 1943, les populations concernées, je pourrais y revenir, mais sont des catégories très spécifiques du camp de Drancy qui, pour l'heure, étaient jugées non déportables, et en quelque sorte, il n'était pas rentable pour Alois Brunner, qui dirigeait le camp de Drancy, de les garder dans l'enceinte du camp, puisqu'il ne pouvait pas les mettre dans les convois, que l'objectif était bien sûr de remplir les convois. Mais il ne valait pas quand même les libérer, puisqu'à un moment, elles allaient finir par être déportables, et donc c'était une façon de les garder à disposition tout en les rendant utiles. Puisque la Dienststelle Westen versait un salaire
au camp de Drancy pour la location de la main-d'œuvre juive. Donc ces 3 camps sont situés dans 3 arrondissements parisiens. Donc là, j'ai juste mis des exemples, hein, mais on pourra aussi y revenir. Là, vous avez une photo donc, prise pendant la guerre, et celle-ci prise dans les années 2000, par moi, dans l'enceinte d'un de ces camps, qui est le camp de Bassano, qui était un hôtel particulier de la famille Cahen d'Anvers, et qui a été arianisé, puis réquisitionné par les Allemands, et qui servait d'un de ces 3 camps. Donc c'était le camp, un petit camp, dit plutôt un camp de type luxe, où une maison de couture de luxe était installée, là où en fait les Allemands amenaient les plus belles choses trouvées dans les autres lieux de tri pour en faire un lieu où ils allaient avec plaisir faire leur choix, leur marché, etc. Tu peux passer. Le deuxième camp est le camp dit d'Austerlitz ou du quai de la Gare, au 43 quai de la Gare dans le 13e arrondissement. Il a été détruit, il y a eu des bombardements à la Libération, et ce qui en restait a depuis été détruit, puisque c'était la ZAC rive gauche avec la construction du nouveau quartier. Donc ce camp-là n'était pas sur le site de la BNF, on pourrait y revenir aussi, mais je le confirme. Mais donc, j'ai pas de photo. Et le 3e lieu, qui est le lieu le plus central, c'est l'ancien magasin de meubles Lévitan, rue du Faubourg Saint-Martin, dont vous avez une image des meubles. Donc ça, c'est pas des meubles Lévitan, c'est des meubles pris dans les appartements, exposés pour la galerie et pour le travail de la Dienstel of Westen. Et ça, aujourd'hui, il y a une grande agence de publicité à l'intérieur. Et ça, c'est une photo que j'ai prise pour faire écho à celle de la guerre, et que ça montre la façon dont, malgré la destruction, le réaménagement intérieur du bâtiment, une forme de structure du bâtiment a été conservée. Donc le camp principal pour le tri, c'est celui de Lévitan, et donc c'est à partir des photos de ce camp que je vais vous donner une rapide idée de l'enchaînement du travail. Comme ça, vous verrez un peu le type de bien dont il est question et qui témoigne de la vie qu'il y avait dans ces appartements. Donc voilà, en fait, il a pu y avoir jusqu'à 200 camions par jour réquisitionnés et mobilisés pour vider les appartements. Et ces camions-là allaient vider les appartements et ensuite les décharger dans le sous-sol du camp de Lévitan, rue du Faubourg Saint-Martin. Donc là, vous voyez un camion en train d'être déchargé. Bon, on ne peut pas commenter toutes les photos, mais les brassards, c'est les matricules à l'intérieur du camp. Vous voyez la blouse officielle avec l'étoile jaune. Donc, c'est des détenus du camp qui déchargent. À partir de ce moment-là, c'est plus des déménageurs français qui travaillent, c'est les détenus du camp de Drancy, mais à disposition de la Dienstel of Westen. Donc, c'est déchargé. Ensuite, il y a un monte charge qui livre dans les étages. Vas-y. Voilà, ça c'est le travail, ça donne une idée du travail de tri qui est effectué. Donc il y a environ 2000 caisses par jour qui arrivent dans le camp et qui sont triées. La plupart des objets et des caisses sont triés par des femmes et la plupart des meubles sont manutentionnés par les hommes. Mais il y a des hommes et des femmes qui vivent dans ces bâtiments. Donc que ce soit bien clair, ils habitent dans le bâtiment. Et une fois le tri effectué, retourne en arrière, des caisses thématiques sont réalisées. Avec là, bon, j'ai pris un exemple qui est la caisse de jouets. Donc là, c'est une caisse qui va finir dans la pile que je vous ai montrée au départ, avec une pile où il y aura une étiquette marquée jouets, pour que vous vous représentiez. Donc toujours une détenue avec son matricule. Voilà, vas-y. Et par étape, il y avait des visites régulières des responsables de la Dienstel of Westen ou d'autres dignitaires nazis à Paris. Et à cette occasion, des stands d'exposition. Donc les détenus ont tenu un journal satirique et ils avaient plein de formules assez drôles. Et une, c'était les galeries Lévitan, les galeries Austerlitz, parce que c'était comme des petits stands des galeries Lafayette. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, ils exposent un peu ce qu'ils considèrent les plus beaux jouets pour le plaisir des visiteurs. Voilà, vas-y. Donc ça, c'est un autre exemple de stand. Donc les jouets, les casseroles. Ça vous donne une idée du type de biens matériels qui étaient contenus dans les appartements. Ça, les TSF que j'ai mis parce que, comme il y avait obligation de déposer son poste de TSF, on voit, parce que ça c'est en juillet 43, que beaucoup de gens ne respectaient pas dans leurs appartements cette obligation de déposer le poste. Cette dernière photo, puisque dans beaucoup de récits d'histoire orale, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des gens qui revenaient dans leurs appartements, et la description, une figure revient souvent. Vous savez, ils prenaient tout, ils prenaient jusqu'aux ampoules et aux fils électriques. Et donc voilà, cette photo, elle fait un peu écho à ce type de récit sur l'après-guerre. C'est une photo de la guerre, hein,
je suis incapable, malgré les recherches, de dater précisément cette photo, mais elle est prise à l'évitant. On le voit à cause de la ferronnerie typique du bâtiment. Mais ça fait complètement écho au récit d'après-guerre et de retour des déportés ou des gens cachés et qui reviennent dans leur appartement. Donc, ce travail de pillage des appartements, il nourrit tout un travail de retour dans les appartements et dans la vie parisienne dans l'après-guerre, puisque dans les dossiers de dommages de guerre, qui ne concernent, comme vous le savez peut-être, que les gens qui avaient la nationalité française, mais bon, ça donne une idée. La plupart des Juifs qui reviennent remplissent un dossier en expliquant que leur appartement a été vidé. Et certains d'entre eux, si tu avances, encore, font la description précise de ce qu'il y avait dans leur appartement. Donc, comme je vous disais, c'est de mon point de vue, quand on traite de la vie quotidienne, c'est difficile de distinguer l'après de la période de la guerre, puisque finalement, même en termes de sources, les deux sont complètement imbriqués. Voilà, vas-y, continue. Donc, ce qui est important dans cette activité, il y a un type d'acteur qui est central, c'est donc les déménageurs, puisque non seulement ils déménageaient les appartements, mais ensuite, une fois que les biens étaient triés, ils rapportaient le contenu du tri pour être chargé dans les trains. Vas-y. Et donc, à l'après-guerre, dans l'après-guerre, les déménageurs ont été parmi les acteurs qui ont été enquêtés du fait de cette opération. Donc, c'est justement un des faits de la sortie de guerre. D'abord au titre de la confiscation des profits illicites. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette opération, mais bon, dans l'après-guerre, il y a eu des procès pour indignité nationale, des procès plus du registre pénal, mais il y a aussi des enquêtes fiscales qui visaient à vérifier si des gens ne s'étaient pas trop enrichis du fait de l'activité économique pendant la guerre. Donc, je vous dis, il y a pu y avoir au moins 200 camions par jour. Donc, vous imaginez le type de transfert financier entre les Allemands et le syndicat des déménageurs. Donc, c'est comme s'il y avait Tracfin à l'époque. Ça ne pouvait pas échapper à l'administration fiscale. Donc, il y a eu une enquête sur cette opération. Et le service, puisque c'est comme ça qu'il l'appelait, le service des appartements juifs au sein du syndicat des déménageurs était dirigé par Eugène Gros-Piron. Donc, c'est la même société qu'aujourd'hui. Et donc, il y a eu une enquête fiscale qui s'est ensuite transformée en une enquête à la Chambre civile sur Eugène Gros-Piron lui-même. Et une instruction a été ouverte. Donc, il y a énormément de documents sur la question à la Chambre civique de la Seine, ouverte en 1944, qui finalement n'a pas abouti puisque Eugène Gros-Piron est décédé pendant l'instruction, mais qui est très intéressante à regarder puisque l'enquête est toujours en cours en 1948 et le juge d'instruction, dès 1948, fait part de son indignation puisqu'il dit à Eugène Gros-Piron, « N'aviez-vous pas pour premier devoir d'exiger devant un tel plan de spoliation qu'un compte-rendu journalier fût fait par les chauffeurs, donnant les dates des déménagements et les adresses des appartements déménagés, ceci pour l'avenir ?» Or, précisément, aucune trace n'a été gardée ni par les déménageurs, ni par la Dienststelle Westen qui a détruit ces archives à la libération de la guerre. Et finalement, les archives des appartements proprement dites que l'on conserve, c'est celles qui concernent le transfert de l'usage des appartements et qui nous amène à la deuxième partie de notre présentation. Alors, je vais donc enchaîner avec la suite du processus. La question est donc bien de savoir ce que deviennent ces logements qui sont mis sous scellés et vidés de leurs meubles par les autorités d'occupation. Sachant que la crise du logement est endémique à Paris depuis le début du XXe siècle, nous avons successivement, au fil des archives, identifié plusieurs populations qui vont bénéficier d'un logement vidé du fait du contexte antisémite. Alors, nos travaux antérieurs nous ont mis sur la piste ainsi d'un vaste processus de réaffectation de ces appartements parisiens avec une catégorisation particulière et des procédures spécifiques que je vais vous présenter rapidement pour les appartements juifs
que je mets entre guillemets, c'est l'expression qu'on retrouve dans les archives. Alors, cette réaffectation des appartements s'opère sous l'égide de la préfecture de la Seine, en interaction avec les autorités d'occupation à partir de 1942. Notamment au gré d'une opération d'urbanisme qui est initiée à partir de 1941 et dans laquelle la population parisienne a trouvé un espace de ressources pour satisfaire un besoin aussi banal que le logement. Alors cette opération d'aménagement, elle concerne l'un des îlots insalubres parisiens, c'est le numéro 16 qui est ici, donc au sud du quartier du Marais. Les îlots insalubres avaient été délimités en 1920 et l'idée était de les éradiquer puisqu'il y avait une très forte mortalité. Le numéro 16, donc entre la rue François Miron et la rue et la Seine, va donc faire l'objet, alors que rien ne s'est vraiment passé pour mettre en œuvre ces opérations d'urbanisme dans les îlots insalubres. À la fin de l'année 41, on lance l'opération à la fois d'expropriation des propriétaires et d'expulsion des locataires, avec l'espoir, c'est ce qu'on voit dans les archives, que de nombreux locataires seraient absents et avec la perspective de ne pas avoir à les indemniser. Ou encore, l'opportunité, on a travaillé avec Sarah sur cette question, d'un nombre important de logements vides qui éviterait à l'administration d'être confrontée au problème du relogement. Quand on expulse, en général, l'administration est obligée de proposer un autre logement. Donc, toutes ces circonstances, tous ces effets d'aubaine ont stimulé les ardeurs de l'administration pour initier donc une opération d'urbanisme d'une ampleur égale à celle d'Haussmann au XIXe siècle et qui n'avait pas eu d'équivalent jusque-là. Alors, si le relogement n'est pas prévu, un certain nombre de locataires vont protester et réclamer d'être relogés, si bien que l'idée va mûrir au sein de l'administration préfectorale d'utiliser les logements vidés, comme Sarah l'a présenté juste à l'instant, pour reloger les personnes expulsées. Donc voilà un témoignage dans la presse de l'expulsion qui est en œuvre. Et en novembre 1942, le préfet de la Seine écrit donc au commandant responsable du service allemand qui met en œuvre l'opération Meuble qui vient de vous être décrite pour, je vous laisse lire, pour pouvoir récupérer éventuellement certains appartements vides pour reloger des expulsés de l'îlot 16. Donc ça, en fait, là, c'est la charnière entre la recherche qui était menée sur l'îlot 16 et celle qu'on vous présente aujourd'hui et qui est en cours donc d'élaboration. La seconde population à reloger qu'on a trouvée, ce sont les locataires, et ils sont très nombreux, qui sont mis à la porte par les réquisitions de la commandanture. Les Allemands ont expulsé un nombre conséquent de Parisiens de leur logement, alors plutôt dans des arrondissements, le 8e, le 16e arrondissement, pour loger leurs hommes, leurs administrations et les services administratifs. Et très vite, les négociations entre la préfecture de la Seine et les services allemands vont donc s'élargir à cette population qui était donc mis à la porte du fait de la réquisition allemande, mais qui était indemnisée par la France. Ça faisait partie de la convention d'armistice qui avait été signée. Donc là, l'idée, c'était de trouver une compensation, je dirais, en nature, en essayant de reloger ces expulsés. Il est donc décidé que des listes d'appartements libres seraient soumises à la préfecture de la Seine, qui, à son tour, les proposerait aux familles d'expulsés pour que, je cite, de sorte que les locataires évincés aient une liberté de choix suffisant. C'est-à-dire qu'on a quand même comme un catalogue d'appartements dans lesquels on peut se réinstaller. Donc, de façon assez précoce, on est là à la fin de l'année 42, et suivant l'exemple de l'îlot 16, l'administration préfectorale va élaborer la possibilité d'un transfert des logements juifs au profit de locataires dont l'appartement a été réquisitionné par les Allemands. Alors, les conditions d'occupation de la capitale prévoient que la préfecture de la Seine, donc comme je l'ai dit, indemnise les appartements qui sont réquisitionnés par les Allemands. Et l'indemnité se compose de deux parties. Il y a le montant du loyer qui était versé aux propriétaires,
que donc Vichy paye, hein, c'est les Allemands qui occupent l'appartement, mais c'est la France qui paye le loyer aux propriétaires, et une deuxième partie de l'indemnité qui est la privation de jouissance et d'usure du mobilier qui est versée donc aux locataires chassés. Or, concrètement, vous voyez bien qu'avec cette double indemnité, la réquisition d'un appartement dont le locataire est absent diminue le montant de l'indemnité, puisqu'il n'y a pas à verser, le locataire est absent. Hein, ce qui fait qu'à la fin de 1942, les non-juifs qui avaient massivement fui la capitale au moment de l'exode, mais qui sont rentrés, vont être moins concernés par ce processus que les foyers juifs, qui désormais vont constituer la principale catégorie d'habitants durablement absents pour les raisons qu'on vous a déjà données. Alors, les acteurs qui vont se mobiliser autour de ce processus, j'ai bien sûr parlé de la préfecture de la Seine, mais il faut aussi évoquer les propriétaires privés qui font pression auprès de la préfecture de la Seine pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'absence des familles juives, puisque les loyers ne sont plus versés. Comme en témoigne cette lettre du préfet à propos des appartements de locataires présumés juifs. Donc on a des correspondances qui montrent que les propriétaires privés protestent. Ils demandent même, d'ailleurs des fois, il y en a certains qui écrivent à la préfecture de la Seine en disant « On m'a dit que vous pouviez payer le loyer à la place des familles juives absentes ». Bon, ce qui n'est pas le cas. Et les deuxième type de propriétaires qui se mobilisent, c'est les sociétés municipales de gestion de la ville qui, de leur côté, dressent des listes de logements juifs vacants afin d'évaluer le montant des loyers impayés, et elles réclament à l'unisson des compensations. Donc là, voilà un bilan des appartements juifs vacants qui est dressé en 1943 avec chacune des sociétés, donc la date du bilan et le nombre d'appartements concernés. D'ailleurs, ces sociétés immobilières de la ville décideront à partir de septembre 1942, conformément aux prescriptions du Commissariat général aux questions juives, puisque toutes ces administrations sont en contact, je cite, de rejeter toutes les demandes de logement formulées par les Juifs dans les immeubles de la ville de Paris et du département de la Seine. L'idée étant que ces locataires étant menacés ou susceptibles de disparaître, il n'est pas avantageux de les accueillir dans ce parc de logements. Au-delà du manque à gagner, l'enjeu pour ces propriétaires, c'est d'obtenir la relocation des appartements en annulant le bail sans l'assentiment du locataire absent. À cette fin, la préfecture de la Seine va élaborer toute une réglementation et mettre en place, à partir de 1942, une section du service d'habitation ad hoc qui est installée rue Pernelle, à proximité de l'hôtel de ville. C'est une petite rue qui est parallèle à la rue de Rivoli. Il existe donc bien à la fin de l'année 1942 une double demande. Vous avez des propriétaires qui souhaitent faire fructifier leurs biens et des Parisiens qui ont besoin d'être logés. Le service de la rue Pernelle, son existence même manifeste l'institutionnalisation de la gestion des logements juifs vacants à partir de 1942. Et on voit que ce service s'étoffe et apparaît très concrètement dans les archives après la rafle du Veldiv, c'est-à-dire la libération d'un nombre important d'appartements. Mais également de nouveaux besoins à peu près à la même date, puisque à partir de la fin de 1942, les bombardements alliés vont multiplier une troisième catégorie de locataires qui vont entrer dans ces appartements. Ce sont des sinistrés qui ont perdu leur logement. Et les bombardements vont se poursuivre à Paris et dans la région parisienne, démultipliant cette population de sinistrés. C'est donc ces sinistrés, le troisième groupe de Parisiens, après les expulsés de l'île aux 16 et les expulsés des appartements réquisitionnés par les Allemands, qui va donc bénéficier de cette réaffectation des logements juifs. Alors, si la préfecture de la Seine s'engage de façon aussi conséquente dans ce processus, c'est qu'elle tente aussi, à partir de 1943, de ménager les Parisiens en lui offrant finalement, il y a aussi cet aspect on va dire, de vie interne politique française, des compensations face aux souffrances de la guerre et face aux pénuries.
Il s'agit bien, à partir de 1943, de conforter le régime en place au moment où, d'ailleurs, le cours de la guerre commence à s'infléchir. Alors, Sarah l'a déjà dit, notre analyse sur ce transfert de logement recoupe la perspective d'un chercheur, Gozali, qui a montré la dimension sociale de l'État nazi, c'est-à-dire le fait qu'il y avait une volonté et une mise en œuvre très concrète de distribution de biens pour conforter l'adhésion de la population du Reich au programme nazi de persécution antisémite. Alors, comment ces appartements vont circuler? Il faut d'abord recenser les appartements. Les logements précédemment occupés par les Juifs font l'objet d'un repérage, notamment grâce à des formulaires de déclaration qui sont mis à disposition des propriétaires, qui sont notamment disposés, je l'ai vu dans un document d'archives, à proximité des points de ravitaillement, ce qui les rend plus visibles. Par ailleurs, les maires des arrondissements parisiens sont encouragés à signaler la vacance d'un logement, comme cette circulaire de la préfecture de la Seine les y invite. Et vous voyez qu'ici, on précise bien que seuls les sinistrés à qui on attribue une carte doivent normalement intégrer ces logements, mais vous voyez qu'à la fin du texte, il est dit qu'il peut y avoir d'autres motifs d'attribution de ces logements. Et là, on arrive à un quatrième groupe de population qui va intégrer ces logements. Parfois, ce sont des personnes qui sont recommandées par les Allemands. Alors, on va affiner évidemment cette catégorie. Mais on trouve un certain nombre de dossiers. Ici, par exemple, les époux Geoffroy qui vont investir le logement de M. Destreicher, rue de la Bienfaisance, alors qu'ils ne sont pas sinistrés. Lucie André Geoffroy était employée par la société Bedel qui, entre 1942 et 1944, a travaillé quotidiennement avec les troupes allemandes au déménagement des appartements que Sarah vous a décrits précédemment. Donc, sur le document de droite, elle est désignée par les autorités d'occupation pour occuper le local, un texte très court. Et à gauche, c'est le service de la rue Pernelle qui demande au gérant de consentir la location. Pour ce faire, le préfet de la Seine fait nommer pour cet appartement un administrateur provisoire pour résilier le bail. Donc il y a des administrateurs provisoires qui ont été nommés à l'appel, j'ai envie de dire, simplement pour signer une résiliation du bail pour que les choses soient faites en bonne et due forme. Ce qui explique qu'à la Libération, les locataires qui ont re-signé un nouveau bail, qui ont été relogés, sont là de façon tout à fait légale. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les Juifs forment la plus grande partie de la population absente, mais on trouve aussi dans les textes mention du fait que les appartements des prisonniers de guerre, des travailleurs du STO ou des fonctionnaires repliés en zone sud sont épargnés par ce transfert, c'est-à-dire que on voit bien dans les correspondances que c'est bien seulement les appartements juifs qui sont concernés. Ce traitement particulier, donc, relève bel et bien, c'est un des objets et des objectifs de notre recherche, de ce qu'on appelle un antisémitisme administratif, avec une catégorisation spécifique, bien visible dans les documents d'archives, comme par exemple, vous voyez cette liste d'appartements intitulée en haut du document « Service des locaux israélites ». Nous n'avons pas trouvé trace de ce type de service dans des organigrammes de la préfecture, mais vous voyez que finalement, l'employé de la mairie qui rédige ce document a intégré totalement cette catégorie. Alors, cette politique du logement s'appuie bien sûr sur le sort que les Juifs connaissent depuis 1940, et l'administration parisienne, en mettant en œuvre ce transfert de logements, entérine, donc en réaffectant les logements des familles juives, la possibilité qu'elles ne reviennent pas. Une telle décision n'est pas anodine. Elle installe en tout cas l'action de la préfecture de la Seine dans une continuité avec la législation antisémite en vigueur. Et ce vaste processus, donc, dont on n'a pas encore totalement pris exactement les contours et l'ampleur, c'est l'objet de la recherche qui est en cours. En tout cas, ce transfert contribue à effacer les traces de la communauté juive dans l'espace parisien
en cumulant finalement une forme de violence symbolique à la déportation qui est imposée à cette population. La préfecture de la Seine va chercher à identifier le plus grand nombre possible de logements en faisant preuve d'une véritable imagination pour recenser les appartements disponibles. Alors, on trouve donc dans les archives, ici c'est quelques exemples, des gérants d'immeubles ici René Moreau, qui adresse au service de la rue Pernelle une liste de différents locaux non occupés actuellement par des locataires israélites. Donc, je vous laisse, vous voyez des colonnes d'observation, la mention disparue ou internée à Drancy. Donc là, on a une sorte de travail systématique pour repérer et signaler ces appartements. Ici, un autre administrateur d'immeuble, le gérant... Il faut préciser que les propriétaires d'immeubles, à l'époque, on est propriétaire d'un immeuble entier en général. Les propriétaires ne sont pas toujours parisiens et c'est souvent des gérants qui s'occupent de cette gestion. Ici, ce gérant qui écrit à la rue Pernelle afin d'accélérer la résiliation du bail de M. Willenstein, 16 rue Geoffroy-Marie. On voit aussi au fil des documents se dessiner une forte proximité entre les Parisiens et les services allemands, cette proximité qu'on a peu coutume de décrire, une forme de fréquentation administrative relativement banale. Par exemple, à propos de l'appartement de M. Gelsvas, 16 rue Geoffroy-Marie, signalé comme israélite et libéré par les autorités d'occupation, c'est-à-dire déménagé, le propriétaire, M. Georgi, écrit à la rue Pernelle et vous voyez qu'il décrit son parcours administratif. Il a été à l'avenue d'Iéna, puis à la commandature et il attend donc que son logement figure sur une liste pour pouvoir être remis dans ce marché immobilier. Le recensement s'opère également grâce à une enquête auprès des concierges d'immeubles. Madame Manzini, concierge au 78 rue Vieille du Temple, écrit le 1er mars 1943 à la préfecture de la Seine, je cite, « J'ai un appartement et 2 logements qui étaient occupés par des juifs, comme on est venu au renseignement pour savoir combien j'ai de juifs partis. » Les appartements sont également repérés grâce à la suspension du contrat avec la compagnie parisienne de distribution des eaux ou grâce à l'absence des abonnés au téléphone lors des 3 derniers relevés. Donc on trouve dans les dossiers des listes entières de suspension de contrat. Enfin, le maire du 18e arrondissement signale qu'en ce qui le concerne, je cite, « Les prospections ont eu lieu sur dénonciation ». On trouve des cas, mais on n'a pas encore une idée de la proportion, de dénonciation pour intégrer un logement. Alors, face aux propriétaires récalcitrants, la préfecture de la Seine va recourir à la réquisition, c'est-à-dire qu'elle va menacer de réquisitionner le propriétaire. Ici, un exemple. Monsieur Mormiche, s'il refuse de mettre l'appartement dont il est propriétaire au 40 rue Saint-Paul en location. Alors, vous voyez la lettre qu'il écrit à droite. Mormiche écrit qu'il a eu connaissance de la mise à disposition des appartements israélites pour les sinistrés par le Paris Soir du 26 août 1943. Je vous ai mis l'extrait de presse. Et il explique qu'il a déjà reloué son appartement. Il le dit, si vous m'y obligez, je peux faire partir mon locataire, mais il explique qu'il a déjà remis en circulation son appartement. Cet appartement qui appartenait donc à Bernstein Rosenblum, qui était né à Odessa en 87 et qui a été déporté à Sobibor par le convoi 52 le 23 mars 1943. Au total, de mai 1943 à septembre 1944, 25 listes d'appartements juifs ont été dressées par le service de la rue Pernelle grâce aux informations fournies par les autorités d'occupation. Et ensuite, les logements sont reventilés par arrondissement, comme ici pour le 4e arrondissement, et ils sont réenvoyés dans les mairies pour qu'elles puissent en disposer. Pour le 4e arrondissement, on a, vous voyez sur ce tableau de synthèse, 366 appartements qui sont mis en circulation pour reloger les sinistrés à l'été 1944. Alors je terminerai rapidement en évoquant les procédés d'attribution de ces logements. Les dépouillements d'archives montrent l'impact social de ces visées autour des logements juifs, c'est-à-dire qu'on a considéré cette question du logement comme un bon indicateur des comportements de la société parisienne vis-à-vis des juifs.
on peut parler d'antisémitisme, mais là, ce qu'on essaye de voir, c'est comment concrètement, effectivement, la relation s'est nouée entre un juif, un appartement juif et une population non juive autour de cet enjeu crucial. Alors, on a évidemment des Parisiens qui sont en quête de logement et l'interaction entre les Parisiens et l'administration conforte l'idée que les logements des Juifs font l'objet d'un traitement spécial et alimentent un vaste marché. Alors, on a vu qu'il y avait une publicité qui était faite notamment par le biais de la presse. Et ceux qui cherchent un appartement, ceux qui ont besoin d'être logés, vont remplir un formulaire, une demande de relogement. Et on constate que assez souvent, ils demandent un logement spécifique dont les modalités d'identification laissent apparaître par celui qui veut investir l'appartement une connaissance assez fine. Alors, juste quelques exemples. C'est une situation de proximité. Vous voyez ici Gustave Robert Adani, qui, le 8 mars 1944, il est policier, il est logé chez son frère avec ses 3 enfants, 41 rue du Faubourg du Temple, et il réclame le logement de M. Zordan, désigné comme juif, au 19 rue Bichat. Or, si on regarde un plan, la rue Bichat et la rue du Faubourg du Temple sont dans le même îlot. Donc, il y a une très forte proximité. Autre exemple, Lucienne Violo, qui est employée de métro, elle remplit le formulaire le 3 avril 1944. Elle habite 14 boulevard de la Chapelle dans le 18e. Et elle réclame le logement de M. Rosenberg, de 3 pièces. Le gérant de l'immeuble, vous voyez ici, plaide et la soutient pour qu'elle investisse le logement en expliquant qu'elle aura comme ça un appartement plus grand. Donc elle est dans le même immeuble. Un autre cas, Jeanne Martin, qui est couturière. Donc vous voyez, on a aussi des éléments très concrets pour cerner ces populations. Sinistrée de Noisy-le-Sec, souhaite emménager dans l'appartement de M. Orinfeld, 52 rue de la Bidassoa, dans le 20e arrondissement. Et elle est invitée à préciser, je vous lis, je ne sais pas si vous arrivez à lire, « Avez-vous un appartement en vue que vous désirez obtenir ?» Et là, il y a une petite note numéro 4. La note numéro 4 qui est en bas du formulaire stipule « Précisez s'il s'agit d'un local précédemment occupé par un Israélite, le nom de celui-ci et la date du déménagement des meubles. » Donc, le processus que Sarah vous a décrit. Ainsi, le sinistré qui remplit le formulaire est invité à entrer dans la catégorisation qui a été mise en place par l'administration préfectorale. Alors, nous allons... le fonds d'archives que nous avons identifié, un fonds d'archives qui est ici aux archives de Paris, qui était d'ailleurs signalé comme réquisition 42-44, mais il n'y avait aucun signe dans l'inventaire qui pouvait laisser penser qu'on allait tomber sur ce que on vient de vous décrire. Hein. Comme quoi, il faut ouvrir les cartons et puis on tire des fils qui sont quand même qui permettent d'ouvrir de nouveaux champs de la recherche. À ce jour, ce fonds nous a permet de repérer... Il y a 66 cartons. Il y a 66 cartons, environ 10 000 logements qui ont été réaffectés dans tous les quartiers de Paris. Pour le moment, alors là, je lance un appel à tous ceux qui travaillent ici dans ces archives. Nous cherchons l'équivalent pour les communes alentours de Paris. Je suis allée donc à Bobigny. Pour le moment, j'ai pas réussi à trouver un fonds équivalent. Et donc, ce que nous allons faire, c'est articuler donc une démarche quantitative, en essayant de rentrer un maximum de cas de transfert d'appartements, qui va nous permettre de cartographier tout ce phénomène et nous l'associerons à une démarche qualitative qui permettra aussi de répondre à toute une série de questions sur la relation entre juifs et non-juifs dans Paris autour de cette question du logement. Alors, je termine juste avec un dernier document, mais c'est pour vous inviter à un prolongement au-delà de la conférence. Ici, c'est la demande de relogement de Alphonsine Guyot, qui est couturière, qui habite 1 rue de Fourcy et qui demande à emménager chez Madame Tartakovsky, 50 rue Godefroy-Cavaignac. Et j'ai la lettre de la propriétaire de Madame Tartakovsky qui, vous voyez, parle d'elle en disant qu'elle est de nationalité juive et qui atteste qu'elle a donc que
qu'elle n'est plus dans l'appartement depuis fin juillet et que l'appartement a été vidé. Et je vous invite à rouvrir le livre de Patrick Modiano, Dora Bruder, puisqu'il a un chapitre entier qui est consacré à une lettre autographe que le narrateur de Dora Bruder transcrit, qui est la lettre de Robert Tartakovsky, dernière lettre qu'il écrit au moment où il quitte Drancy pour partir à Auschwitz. Et il adresse cette lettre à Rosa Tartakovsky, 50 rue Godefroy-Cavaignac. Voilà. Je vais laisser Sarah conclure. Je vais conclure très rapidement, juste pour préciser que ce premier travail sur les transferts pendant la guerre, justement, est un préalable à pouvoir travailler sur la question de la réintégration des locataires dans l'après-guerre, puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre, et que à travers la question des réintégrations se joue la question de quelle place la société parisienne a fait dans l'après-guerre aux Juifs qui sont revenus à Paris. Puisque vider les appartements et mettre des populations non juives dans celui-là, c'est aussi changer la face de la population des quartiers. C'est un enjeu très important. Et sur ce point, on voit que dans l'immédiate après-guerre, la législation a été plutôt favorable aux Juifs qui revenaient, le droit commun était plutôt favorable à leur égard, et qu'à partir de novembre 1944, une ordonnance spécifique sur la réintégration des locataires est prise, et celle-ci, en fait, limite considérablement le droit de ceux qui reviennent à retrouver leur appartement, avec un certain nombre de catégories d'occupants protégés, un certain nombre de critères sur le paiement préalable du loyer ou pas, qui finalement va empêcher, on n'est pas encore dans l'estimation quantitative, mais semble avoir empêché une partie de cette population de retrouver leurs appartements. Et que voilà, donc cette continuité entre la guerre et l'après-guerre pose vraiment la question de la place de la population juive au sein de la société française parisienne, au-delà des persécutions proprement dites. Voilà. Merci.